fois par mois, le SEM et le Tetris accueillent 2 artistes pour un temps de discussion et de bavardage autour de la question d'être un ou une artiste, de leur parcours et recueillir plusieurs témoignages, ainsi que les questions du public. Plus d'informations sur le site letetris.fr. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette 3e édition de Bavardage. C'est le rendez-vous mensuel du SEM et du Tetris où l'on prend le temps de parler création, parcours d'artistes, réalité du métier, une fois par mois avec 2 artistes autour de la table. Et ce soir, on accueille 2 artistes aux écritures très marquées, 2 voix singulières, 2 manières d'habiter les mots et la scène, Victor and the Haters et Arthur Ellie. Et cette rencontre se fait au Tetris. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Salut. Alors Victor, toi tu as commencé le rap très jeune, à 13 ans, à une époque où tout passait par Paris et on frappait encore à la porte des labels avec une démo sous le bras. Et aujourd'hui installé au Havre depuis plusieurs années, tu travailles sur un nouvel album porté par une écriture poétique engagée mais parfois brutale. Arthur Ellie, toi tu arrives de Strasbourg, tu t'es installé au Havre, il y a 1 an et demi. Guitare-voix à tes débuts, tu développes aujourd'hui un projet plutôt hybride, à la frontière de la chanson et de la poésie, et bientôt même de la littérature. Un album qui sort en octobre, une tournée à l'automne, des singles en préparation, et désormais même un roman en écriture, né d'une rencontre avec un éditeur. Et tous les deux, donc, vous connaissez bien Paris, vous êtes des Néo-Havrais, c'est pour ça que vous avez été choisis ce soir. Donc cette rencontre se fait au Tetris pour cette 3e édition. Cet échange est donc diffusé sur West Track. Les podcasts des 2 premiers épisodes sont donc disponibles sur notre site. Sachez qu'à la fin, il y aura donc un échange avec le public hors antenne. Donc si vous ne voulez rien rater, c'est le moment de venir nous voir. Victor, Arthur, pour commencer, vous ne vous connaissiez pas. On s'est rencontrés un peu tous les 3 en même temps. J'aimerais donc savoir le regard que vous avez sur le projet de l'autre, d'autant que vous l'avez découvert assez récemment. Vas-y, commence. Ce que je capte, c'est qu'on a un rapport à l'écriture qui est important et que on est super bavard dans nos chansons et depuis le début, quoi. Et que j'ai l'impression que tous les albums qu'on sort et ce qu'on essaie de composer comme musique essayent de suivre le rythme des mots qu'on raconte, quoi. J'ai l'impression qu'on a quand même ça en commun. J'ai eu cette première réaction parce que je trouvais ça un peu caricatural dans le choix d'artistes, comme je t'ai dit, de la douceur et de la brutalité d'un côté, mais finalement c'est assez intéressant. Le côté générationnel aussi, pas la même génération. Enfin, il y avait c'était un peu yin-yang, mais c'est cool. Mais tu sais pas qu'en fait je suis un punk. Ouais, non, je vais peut-être le découvrir ce soir là. J'attends. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait cet échange où les artistes ne se connaissent pas vraiment. Juste avant, on avait un père et sa fille, et puis avant un couple. Donc cool, là, ça. On est sur une autre dynamique. Mais depuis que nous, on s'est rencontrés, vous avez eu le temps d'échanger, là même avant un petit peu. Votre regard sur le projet de l'autre, je sais qu'Arthur, tu as pris le temps de l'écouter aussi. Ouais. Il a changé depuis cette première fois où on s'est vu autour de la table pour discuter de ce bavardage. Bah ouais, forcément. Moi, de toute façon, c'est vrai que je suis peut-être même des fois trop, mais je suis beaucoup influencé par les rencontres humaines. Donc c'est vrai qu'après, au début, à la première écoute, c'est pas forcément ma came ce que j'écoute, mais dès que j'ai rencontré la personne et les affinités ont été assez directes dans la discussion, en tout cas assez cash, et on s'est vite parlé, on est sorti, on s'est parlé de musique aussi et tout. Derrière, simplement, ne serait-ce que par l'humain, j'ai eu envie de suivre ce qui balançait sur les réseaux, ce que j'aurais pas forcément fait vu l'esthétique. Et voilà, tu découvres des choses que c'est le principe des relations humaines, c'est que tu vas au-delà de ce que tu apprécies à la base. Et donc pour ça, c'est cool. Ces bavardages sont cool pour ça, quoi. Moi, je pensais que t'étais un gars qui venait du rock havrais et tout, et j'avais trop pas compris que. Et en fait, quand j'ai capté que t'avais tout ce parcours début du rap français, La Goutte d'Or et tout, avec ton premier groupe Kalash, du coup, je suis allé écouter des albums de Kalash, okay. L'album Chanson de Kalash. Ouais. Il m'a cramé, il m'a démasqué. Tout est sur YouTube, tout existe. Et non, mais du coup, pareil, tu vois, par rapport à la première image que je m'étais fait, c'était pas du tout ce que j'imaginais ton parcours. Et du coup, je trouve ça trop intéressant comment t'es arrivé tout d'un coup à mettre du rock, du garage et du punk dans ton projet et tout. Et c'était pas non plus la première image que j'avais, quoi. Ouais, c'est cool. Tu l'as vu, dans
tu l'as vu dans l'autre sens, quoi. Ouais. D'habitude, c'est vrai qu'on voyait plutôt ça a étonné beaucoup de gens dans le rap que je parte vers le rock puis vers le punk. Et toi, comme on s'est rencontrés maintenant, tu l'as vu dans l'autre sens, donc c'est assez cool. Puis rocker à vrai, bon, honnêtement, c'est plutôt un compliment parce qu'il y a eu quand même une grosse scène au Havre du rock. Il y en a toujours une, mais il y en a eu une un peu mythique, donc ouais, ça me va. Je suis un peu plus jeune que la scène mythique, mais bon, ça va s'inscrire là-dedans. En tout cas, c'est un héritage qui me va très bien, quoi. En tout cas, ce choix donc d'inviter, c'est bien fait, puisque même moi, en vous rencontrant, en discutant avec vous, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de thèmes qui étaient partagés, beaucoup de choses qui vous plaisaient aussi dans la musique, qui étaient communes, et on va pouvoir en parler, vous allez le découvrir finalement. Parfois, on a deux univers comme ça, on se dit, bon alors, même moi, je me suis dit, comment est-ce qu'on va pouvoir décortiquer tout ça ? Et c'est venu très naturellement dans vos échanges, comme tu disais, dans l'humain, en fait, ça a été vraiment une rencontre. Je voudrais qu'on parle aussi de Paris, parce que je sais que c'est quand même une ville qui vous a marqué tous les deux. Aujourd'hui, vous êtes au Havre. C'est quoi la différence Strasbourg, Le Havre, Paris Est-ce que ça change ? Est-ce que ça veut dire contrainte ? Est-ce que ça veut dire liberté quand on travaille ici ? Ça change, ça c'est sûr. Ça, même si je vois beaucoup et je vis beaucoup moins le changement qu'à une époque, au début, oui, je voyais un énorme changement. Moi, pas par rapport à la musique, parce que j'ai eu la grande chance Kesta est là ce soir, de rencontrer tout de suite des musiciens avec qui j'ai bossé, que je trouvais super. Donc musicalement, au contraire, il y a eu une énergie tout de suite. Donc j'ai pas ressenti vraiment de différence sur la musique. C'est plutôt sur la poésie de la ville, sur ce qui t'inspire, sur comment tu vas écrire dans l'environnement, comment tu vas t'inscrire dedans, tout ça. C'est plus ça qui m'a... C'est tout simplement beaucoup plus calme. Et moi, c'est vrai que j'étais habitué à la profusion, au bruit, et que ça faisait aussi partie de ma musique. Et donc après, c'est comment s'influencer et s'inspirer d'autres choses, et de le retranscrire aussi en création. Ça prend un peu plus de temps. Moi, je pense que la différence, c'est que je venais d'une ville qui était plus d'une taille comme le Havre. Donc en fait, bizarrement, quand je suis arrivé là il y a 2 ans, c'était l'anniversaire de mes 2 ans au Havre, il y a 2 jours. Joyeux anniversaire. Merci. J'avais envie que tu me le dises. Et j'ai eu une sensation de reconnecter avec mon adolescence et donc avec le moment où j'ai commencé à faire de la musique et à jouer dans des groupes de rock, à jouer de la guitare et à être ou du guitare-voix. Donc ça me faisait une sorte de retour étrange. Le fait aussi de plus pouvoir aller dans un endroit sans croiser une tête, tu sais. Maintenant, je suis condamné à croiser des têtes que je connais et j'aime ça en fait. Donc il y avait une sorte de truc... comme une réminiscence un peu en revenant ici, à part qu'à Strasbourg il n'y avait pas la mer et aussi que ici il y a plein de goélands et donc et assez rapidement j'étais en train d'écrire mon album quand je suis arrivé au Havre et en fait il y avait vite plein d'images du Havre qui ont popé dans les textes de mes chansons et il y a plein de goélands dans mon album. Je me suis fait voler une gaufre par un goéland. Et c'était pile genre la première semaine où je suis arrivé là et j'y ai repensé pendant toute l'écriture de l'album aux goélands qui s'en foutent de nous en fait, qui n'ont pas peur des humains. J'ai bien aimé, j'ai l'impression, et j'ai découvert après que le symbole Antifa du Havre c'est un goéland tout énervé. Donc, je sais plus ce que je raconte là, mais voilà. En tout cas, tu t'es fait bien accueillir par les goélands havrais, c'est ça, le petit bienvenu au Havre, auquel je pense tout le monde a le droit, tout le monde a eu un petit épisode avec les goélands. Toi, ton projet, il est plutôt tourné vers quelque chose d'hybride aujourd'hui. Il a vraiment évolué. Tu es passé de quelque chose, tu le disais, assez guitare-voix, comme Victor a pu aussi évoluer. Comment tu l'expliques cette évolution, par tes rencontres, par tes influences aussi ? La guitare c'était mon premier truc quoi. Quand j'ai commencé à faire du son, j'ai chopé une guitare que mon père utilisait plus, qui traînait chez moi, et j'étais obsédé par tout un tas de groupes de rock, de guitaristes et tout. J'apprenais tous les solos que je trouvais sur YouTube en boucle et tout. Donc vraiment les 2 premières années, pour moi mon rapport à la musique c'était essayer de faire des solos de guitare en fait, c'est tout. Et après aussi quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à écrire vraiment mes chansons, j'ai commencé à prod sur Ableton, sur un ordi et tout. Je me suis éloigné de la guitare, mais ça a quand même toujours été mon truc un peu instinctif, notamment sur scène pour le live. Et c'est vrai que là, sur l'album que j'ai sorti la dernière, je suis revenu toute la compo, j'ai arrêté de commencer à composer avec un ordinateur, je suis revenu vraiment au guitare-voix, et aussi avec les live sessions que j'ai sorties, j'ai essayé de mettre plus en avant ce truc un peu brut et nu quoi. En fait avec un guitare-voix tu peux pas trop tricher, et il y a ce truc qui m'intéresse aussi qui est
En fait, c'était ça, faire de la musique pour moi au départ. C'était juste être avec une guitare sur les quais à Strasbourg avec des potes, tu vois, et raconter n'importe quoi. Et du coup, je suis revenu un peu à ça. Et j'essaie de raconter moins n'importe quoi, mais aussi l'autre chose, c'est le rapport au texte. C'est que depuis 2-3 ans, je me suis mis à écrire beaucoup de poésie et des textes en dehors des chansons. Et donc, ça a été une longue quête pour trouver des façons de dire ces textes qui soient justes, quoi, parce que c'était des textes différents de ce que j'écrivais quand je faisais de la pop, rap, chanson et tout, quoi. Et en fait, là, je suis revenu à quelque chose de plus parlé, etc. Et le fait d'être avec juste de la guitare, ça me laissait beaucoup de liberté pour faire du chant parlé, quoi, un peu, quoi. Voilà. Cette chose, un peu la mise à nu, le texte qui ne triche pas, et cette manière, toi Victor, c'est quelque chose que tu connais et que tu pratiques. Tes textes, ils sont crus. Tu dis ce que tu penses. Oui, j'ai tendance à dire ce que je pense, ouais. Après, c'est moins mise à nu par contre, parce que j'ai tendance à avoir toujours besoin de bruit. J'ai fait un peu des choses plus épurées et tout ça, et je devrais d'ailleurs beaucoup plus épurer. C'est un de mes gros défauts. Il y a toujours trop de choses, mais j'ai besoin que ce soit bruyant, quoi. Mais après, oui, on s'est trouvé dès le début, on s'est parlé un peu du rapport aux mots, et effectivement, oui, qui triche pas, je sais pas, parce qu'on triche toujours quand on écrit, mais surtout un rapport à l'écriture, au monde, à ce qui nous entoure, à l'actualité, à la société, à la politique, aux femmes, à tout ce qui est important, quoi. Je sais qu'avant qu'on plonge vraiment dans ce côté très écriture en effet, et la poésie aussi qui est quelque chose que vous aimez tous les deux, vous aviez envie de parler de la musique tout court, de ce qui vous plaît, de ce que vous écoutez. Alors moi je me demandais, voilà, est-ce qu'il y a un concert qui vous a mis une claque dernièrement, quelque chose que vous avez envie de partager à l'autre, une découverte peut-être ? Moi là, maintenant on partage. C'est ce qui est chiant avec les réseaux, c'est dès qu'on a un coup de cœur, on le partage. Donc moi c'est un truc très très vieux, mais là c'est cette semaine, c'est John Lee Hooker, It's My Time. C'est un album. Je sais pas, je suis retombé là-dessus dans un digging, et l'album il me suit tous les jours, alors que je suis pas forcément à fond dans le blues. En tout cas, dans le blues électrique, ni même dans le Delta blues, c'est pas la musique je suis plus jazz que blues dans cette filiation, quoi. Mais cet album extraordinaire. Énorme John Lee Hooker. Et ça faisait partie des gars que j'essaie de copier sur YouTube. Ah oui, accroche-toi. Accroche-toi. jamais réussi. Et moi, le dernier concert qui m'a mis une claque, c'est à la Source, organisé par Laissez tomber la neige. Toi, t'étais là, et c'était Colombé. Est-ce que vous connaissez Colombé ? Et c'est un gars un peu issu de la scène alternative Triple Alliance de l'Est, la Lorraine, ce genre de région. Et c'est trop beau ce qu'il fait. Je connaissais des gens de cette scène-là que j'avais programmé à une époque quand j'habitais à Paris, bref, genre Ventre de Biche et bon. Et c'est des drôles de projets, mais super libres. Et son concert, le mec... C'est trop fort, quoi. Il est au fond du petit bar, il a juste son petit synthé, et il chante des textes trop beaux de mecs perdus à Colombé. Donc Colombé, c'est Colombé les deux églises, la ville du général de Gaulle, là où il a grandi. Important. C'est un délire, et les synthés sont magnifiques, les prods sont trop belles. Il raconte vraiment des histoires. Genre, t'es complètement imprégné dans ces sortes de soirées où le mec il fume que des clopes et il boit des 8-6 à Colombé parce qu'il sait pas quoi faire. Et en même temps, il y a une grande poésie, quoi. Ouais, trop fort ça. Donc, les assos du Havre font un trop beau travail. Et on peut le noter. Sur la route, là, pour venir ici à ce bavardage, sur la route du Tetris, vous avez écouté quoi ? Moi, j'ai rien écouté du tout. Je suis en silence. Mais en même temps, j'ai 3 minutes de voiture. Donc c'était court. C'est court. Ouais, moi j'ai 3 minutes à pied, du coup pareil, rien écouté, j'ai essayé de m'abriter de la pluie. Ok, pas d'écoute. On va parler de l'écriture. Je sais que c'est quelque chose qui est très important pour vous deux, bien que les projets soient très différents. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter, mais on est dans 2 univers extrêmement différents. Mais quand on s'est rencontrés, on a vite divagué sur autre chose que la musique, et pour vraiment parler de l'écriture. Pourquoi pour vous l'écriture c'est aussi important ? Vous la travaillez différemment si je me souviens bien. Toi Victor, tu as plutôt la prod avant les textes, mais en tout cas l'écriture c'est central. Ouais, c'est central. C'est là-dessus que j'ai bien été impressionné par la démarche d'Arthur d'entamer un roman, tout ça, parce que pour moi ça reste quelque chose que je projette, mais qui me paraît trop haut, et peut-être que par rapport à la musique je mets trop de...
Enfin, c'est trop important la littérature. J'ai l'impression que c'est un peu intouchable. On avait discuté de ça et je trouve ça mortel que t'essayes, quoi. Moi, c'est caché. J'ai un peu ça, mais pour l'instant, c'est pas possible d'oser livrer ce que je produis, quoi. Mais oui, moi, je suis tout simplement passionné de littérature. Enfin, depuis très longtemps. Pas super jeune ado, je lisais pas beaucoup. Ça, c'est venu un petit peu après. Et puis après, j'ai vraiment beaucoup dévoré pendant assez longtemps. Là, un petit peu moins ces temps-ci, ce qui m'énerve. Est-ce que c'est par la musique que tu as commencé à lire des livres ou pas ? Non, pas du tout. C'est moi, c'est par les conneries en fait. Je faisais des conneries et j'ai eu un tonton de cœur très attentionné. J'ai eu plusieurs tontons de cœur qui m'ont fait lire des choses en mode ils ont été très très malins parce que par exemple un des premiers bouquins qui m'a mis dans la lecture, c'était l'autobiographie très très mal écrite d'un leader de gang qui s'appelle Monster. Et le bouquin est vraiment nul. Et je l'ai relu après et tout ça. Et un bouquin de Déninck sur Meurtre pour mémoire qui est génial sur le 17 octobre 61. Et en fait, ils savaient me prendre par les endroits où voilà. Et moi, je lisais pas. Ils ont su après par Pimp d'Iceberg Slim, après tout le côté. Enfin, j'ai eu que des conseils qui allaient un peu dans ma mythologie du rap, de ce que je m'imaginais être intéressant et tout ça. Et ça m'a plongé dedans. Et puis après, de fil en aiguille. Et maintenant, j'ai des lectures c'est pas les mêmes kiffs. J'ai beaucoup bloqué sur le 19e français, sur Zola, sur Proust, voilà, sur les maîtres, quoi. C'est pour ça que quand tu lis Proust, en fait, après, tu te dis je vais attendre un petit peu avant d'écrire, avant de faire paraître quelque chose ou d'essayer. Il faut pas. C'est comme dans la musique, on a le droit d'écrire pas aussi bien que Proust. Mais voilà, ça me met plus la pression que la musique parce que la musique, j'ai toujours baigné dedans. La littérature, ça me paraît trop. Eh ben moi non, je vais essayer de taper Proust. T'as raison, t'as complètement raison. Mais non, moi je pense que c'est pareil que toi, je lisais pas du tout ado et jeune adulte. J'ai commencé à lire à la vingtaine quoi. Et c'était par la fac. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis inscrit à la fac et là j'ai découvert un peu le monde de la connaissance et tout, et des gens qui avaient plus de culture que moi, littéraire et tout. Et j'ai commencé à lire. Et pendant longtemps, je suis resté aussi keblo sur la littérature classique, quoi, parce que j'avais un peu syndrome de l'imposteur, de me dire il faut que j'ai les bases, quoi. Et c'est que depuis là peut-être 1 ou 2 ans que je lis des gens contemporains et que je lis des meufs. Et non mais c'est vrai quoi. 2 ans que je lis des meufs avant, non. Non mais en fait maintenant en fait non, j'abuse un peu plus que 2 ans, mais en vérité pendant longtemps je lisais que les sortes de gros classiques qui étaient que des mecs. Et maintenant peut-être une des autrices les plus importantes pour moi, enfin la personne qui me marque le plus pour le roman que je lis, que j'essaie d'écrire en ce moment, c'est Virginia Woolf. Mais en fait ça a été tout récent, c'était aussi par ma copine. Mais il y avait ce truc où vu que j'avais pas lu jeune, je me disais il faut que j'ai les classiques, et en fait les classiques c'était super genré, bref. Tout ça pour dire que ah oui, et le fait d'oser écrire, ouais, moi ça a été progressif. Je pense que c'était pas du jour au lendemain. C'est le fait d'avoir commencé à écrire d'abord des poèmes là pendant 2-3 ans. Et ça j'en ai eu besoin à un moment parce que j'avais l'impression de devenir fou à écrire des chansons et que je tournais en rond et tout, et aussi que j'ai pris quelques claques de poésie qui m'ont redonné envie un autre type d'écriture. Et progressivement je me suis mis à écrire des trucs un peu plus fragments en prose et tout, et là le projet de roman est né, donc c'était pas un truc du jour au lendemain quoi. C'était aussi une rencontre avec un gars là, un éditeur avec qui je me suis bien entendu. Ouais, au final vous avez le même médium qui est l'écriture, mais que vous n'utilisez pas de la même manière. Bah, je sais pas, parce on l'utilise globalement. Enfin, de toute façon, l'écriture dans la chanson, c'est pour dire du ressenti. Et je pense que finalement, on l'utilise de la même manière. On dit pas les mêmes choses, mais quand il parle, par exemple, de poésie, moi, il y a les deux modes en fait. Sur le côté plus rappé, ça part souvent d'un instru, mais il y a aussi beaucoup qui pourraient s'appeler des poèmes, en tout cas des trucs écrits au bar comme ça sur un coin de table, et après je l'ai fait en chanson, et là du coup ça donne un truc plus scandé, c'est cela que j'ai plus de facilité à adapter, un peu punk, comme un morceau comme Vive le fuck que j'ai fait. Bah ça a été écrit d'une traite sur un coin de table quoi, en picolant quoi, et sans la musique en fait. Et du coup ça fait 2 styles qui des fois d'ailleurs ont du mal à aller ensemble. Le côté scandé est souvent écrit avec un fond de musique d'autre chose, et puis après je le réadapte. Et le côté rappé, par contre, j'adore avoir l'instru pendant des heures, des jours, des semaines. Ouais. Mais ça, je crois qu'on en avait parlé sur le fait à quel point tu peux
dire un texte dans un morceau qui a été écrit pour un autre contexte. Ouais. Et moi, ça m'a vraiment énormément libéré quoi, de pouvoir faire ça. Et c'était à partir du moment où j'ai commencé à écrire des poèmes. Et là, sur l'album que j'ai sorti l'année dernière, il y a eu plein de chansons en fait, où j'avais des couplets qui n'étaient pas du tout qui étaient complètement autre chose. Et en fait, les chansons, elles m'ennuyaient. Et j'ai commencé j'allais dans mon ordi en fait, où j'avais tout un tas de textes et j'ai commencé à faire vraiment des collages. Et je me suis dit, en fait, tout est possible. Et tout d'un coup, c'était beaucoup plus juste le fait de dire un texte qui n'a pas été écrit pour ce moment-là, mais tout d'un coup, je le dis en fait, comme une jam aussi, comme quand tu improvises avec des musiciens en studio et tout. Là, il y avait ce truc de pouvoir improviser avec tes propres trucs que tu as accumulés quand tu à droite à piocher, gauche. tu vois, tu vas piocher dans ton truc. Moi, par exemple, le médium secret qui était le roman, j'ai un espèce de truc, tu vois, que j'ai écrit. Dernièrement, j'ai relu. Mais en fait, j'ai pompé dedans énormément de trucs que j'ai mis dans des chansons. Ouais. Parce que je le relisais, le moment où t'as pas trop d'inspiration, je reprenais dedans. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de chansons qui venaient de ce truc-là, qui n'étaient pas écrits en musique, qui étaient écrits juste avec du jazz ou des choses que j'aime écouter quand j'écris de manière plus littéraire. Et en fait, je pompais les phases dedans, quoi. On avait parlé de patchwork, en fait, c'est ça. Alors, pas de carnet, mais oui, des notes dans des ordis, dans des téléphones qui permettent il y a eu beaucoup de carnets, mais c'est vrai que malheureusement, on se parlait du fait que ça lâche un peu trop les carnets. Un peu moins de carnets, mais en tout cas, des bribes de paroles, de mots qui vous disent, bon, bah tiens, je peux essayer ça. Finalement, c'est un peu du collage, quoi. Vous faites de la couture. Quand tu bloques, tu sais, ce truc, tous les beatmakers, ils ont ça aussi. Tu bloques, tu vas écouter un disque, tu vas repiocher un truc. Et là, moi, des fois, quand je bloquais sur un titre, je retournais, en fait, dans cette espèce de roman autofiction machin qui déroulait plein de choses, et des fois je pompais un truc et ça me relançait, et du coup j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chansons qui étaient venues de ça, quoi. Arthur, quand on écrit un livre, j'imagine qu'il y a une certaine structure, une certaine rigueur. Dans la musique, finalement, moins, en fait, tu le disais, voilà, j'écris au bar avec de la musique à côté. Il y a moins ce côté, bon, je vais me mettre devant mon ordinateur, je vais écrire pendant 2 heures comme certains auteurs peuvent le faire. C'est plus, j'écris un petit peu par-ci, par-là, puis dans mes expériences, dans ma vie, ça va revenir, en fait, ces paroles, ces choses que j'ai envie de raconter. Pas vraiment. Déjà, je peux pas dire j'ai une expérience de romancier de fou, hein, tu vois. Genre, je suis en train d'écrire un début de roman, qui ça se trouve, je vais jamais réussir à le finir, tu vois. Mais là, le début du roman, franchement, c'est assez proche de la musique. Enfin, non, ça a rien à voir avec la musique. Mais par contre, il y a un truc détendu où je pars en jam, tu vois. Enfin, j'ai commencé à avoir des idées, il y a tout un tas de lectures que je fais pour me baigner de thèmes, les littératures scientifiques et tout. C'est un roman en partie sur les animaux, sur mon rapport aux animaux, le rapport des gens aux animaux aujourd'hui. Et donc il y a plein de trucs que je lis qui m'excitent, mais une fois que je me mets à écrire, il y a la petite rigueur de s'y mettre, tu vois, mais ça c'est tout, mais c'est comme pour la musique. Mais sinon, là je suis à une étape où juste je pars dans tous les sens et je m'amuse trop, et c'est genre juste je laisse l'imagination partir dans tous les sens, et je reformule des trucs qui sont de ma vie. Bon, ça c'est aussi le principe de l'autofiction, mais des éléments de ma vie et en fait je commence à raconter n'importe quoi. Pardon, je m'exprime mal, mais en tout cas c'est pas forcément un truc austère où t'es avec ta tenue de moine dans une chambre. Puis c'est dans l'autre sens aussi, c'est vrai. Moi je trouve que c'est assez proche. Finalement, on peut penser, on en avait parlé l'autre fois, la discipline de l'écrivain, on a tous, moi en tout cas, j'ai entendu plein d'écrivains dire, alors voilà, j'écrivais de telle heure à telle heure, ou toute la journée, ou quelques heures le matin, après j'allais me balader. Tous les écrivains, ils ont un peu leur discipline, quoi. Mais en fait, c'est peut-être une erreur, mais moi en tout cas, je suis un peu quand même comme ça par rapport à la musique, avec le temps encore plus. Parce qu'on a des vies à mon âge, on a une vie qui fait que le temps est aussi précieux, que t'as d'autres choses à gérer, t'as tes enfants, t'as tes machins. Donc, si tu n'as pas de discipline du temps, en fait, le fameux truc qu'on avait ado de se dire, comme je vois mon fils quand il écrit, effectivement, il rentre le soir, il fait ça la nuit, et machin et tout ça. Mais un peu plus tard, t'as quand même besoin de cadrer si tu ne t'y mets pas, en fait, et si tu ne mets pas une discipline, le temps peut passer très vite, quoi. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps entre chaque album. C'est que le temps passe vite si tu cales pas une discipline de. Faut clairement une rigueur. On en parlait juste avant au bar, mais il y a aussi ce truc où dans l'écriture, dans la création en général. Faut la magie, la dynamique et la rigueur. Ouais. Et quand tu perds le rythme aussi, c'est super dur de t'y remettre. Mais ça pour la musique aussi, tu vois. Moi, je l'ai remarqué pour la prod, l'époque où je prodais beaucoup sur ordi.
En fait, si j'arrêtais de prod pendant un mois, tant coup, quand je revenais dessus, limite, je savais plus comment, où je mets la souris dans le logiciel et tout, enfin, où je savais plus quel pack utiliser. Enfin, il y a ce truc où en fait, faut garder ton rythme et ça, c'est pour. Ça fonctionne comme ça pour plein de choses dans la vie, mais pour la création, clairement, parce que c'est quand même une sorte de truc étrange où tout d'un coup tu t'es un peu tourné sur toi-même et sur ce qui te passe par la tête, et donc faut t'aménager des espaces, quoi. Donc c'est sûr qu'il faut, pour la musique ou bien pour écrire un roman, je pense que c'est pareil. Tu nous le dis, c'est une ébauche. On espère que pour toi que ça puisse arriver quand même à une publication. Mais je pense que ça peut être intéressant pour le public ici, pour les auditeurs, de voir ce parcours. Dans Bavardage, on a souvent eu des personnes qui nous expliquaient être un peu multicasquettes. Ils ont différents jobs, ils font différentes choses. La littérature, c'est la première fois qu'on a l'occasion d'en parler ici. Ça peut être intéressant. Je pense que tu expliques ce parcours. En fait, c'est à partir d'une rencontre. Tu rencontres un éditeur, ça match, et puis c'est comme ça que le projet se fait. Et on va parler de roman alors. C'est au printemps. Il y a un éditeur qui m'a contacté, qui m'a découvert par la musique et d'une maison d'édition que je connaissais, qui est super. Enfin, je me suis rendu compte après que si j'avais dû essayer de chercher des éditeurs, c'était peut-être cette maison d'édition qui aurait été la plus adaptée. Mais donc ça, c'était un coup de chance, quoi. Et donc pour le coup ça a été vraiment un truc on parlait des rencontres humaines au départ, mais là c'était vraiment ça, c'est-à-dire que j'avais des projets de textes longs mais qui étaient clairement pas sur ma liste des priorités et qui étaient un peu au fond de mon ordi, et je pense peut-être ça m'impressionnait aussi, ou peut-être que je savais juste pas, en fait, quand t'as pas trop de cadre ou de contexte pour faire quelque chose, c'est aussi difficile de lui donner forme, quoi. Et donc là, le fait de rencontrer cette personne, de bien m'entendre avec elle, et qu'en plus qu'on ait ce rapport, la question du rapport au vivant et au non-humain, et qui lui voulait essayer de publier dans sa maison d'édition une collection autour de ces thèmes-là, et que moi mes fragments étaient autour de ces thèmes-là, ça m'a tout d'un coup donné un cadre, donc ça fait que cet été je me suis pris un moment 3 semaines pour commencer à pondre tout un tas de trucs, et que là maintenant j'y pense non-stop, mais donc effectivement c'est passé par une rencontre, quoi. Ça se trouve s'il n'y avait pas eu ce gars, je sais pas si je l'aurais jamais fait, mais bon, comme quoi tu maîtrises pas non plus, en fait, quand tu crées des choses, tu maîtrises pas trop, en fait, qu'est-ce qui va se passer pour toi d'une année à l'autre, quoi, et tant mieux. Vous êtes tous les deux aussi à des moments assez charnières, notamment sur l'organisation, votre entourage. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Comment est-ce qu'on choisit sa manière de s'entourer dans la musique, et quand on décide de faire un changement ou un autre, comment ça se décide ? On en revient toujours à ce qu'il a dit avant sur les. Moi, en tout cas, hein, c'est pas forcément comme ça qu'il faut procéder, mais moi, c'est ce que j'aime. Il y a vraiment ce facteur de rencontre humaine, et en fait, une rencontre humaine, c'est pas une seule. Tu pars d'une, ça découle sur une autre, il y a un peu tout qui se remet en question. Il y a ton encadrement, en fait, il dépend de plein de choses. Il dépend de si tu te vois souvent, il dépend d'où tu habites, il dépend de moi, avec la distance, par exemple, j'ai connu un changement d'encadrement total, et musical, et d'encadrement en termes de management et tout ça. Petit à petit, je me suis dit, parce que je trouve ça trop cool de faire des choses, en fait, sur le moment, avec les gens qui sont dans ta vie. C'est aussi une erreur, parce que souvent les gens sont devenus des amis, des frères, des sœurs, des gens qui, et après ça peut, il y a tout qui s'imbrique. Je ne dirais pas, je conseillerais peut-être pas tout le temps de faire ça, mais moi en tout cas je fonctionne que comme ça, et c'est ce que j'aime, et je le regrette pas du tout, parce que ça a été toute ma vie a été faite comme ça, d'une rencontre, de l'humain, en fait. Le professionnel sans l'humain, moi ça me saoule. Enfin, sinon, j'aurais pas fait de la musique. J'aurais fait un autre métier si je voulais être avec des gens que j'aime pas, et qu'il y a que le métier qui m'intéresse. En fait, tout ce que j'ai kiffé dans la musique, c'est qu'au final, t'as bien sûr ta passion musicale, mais l'encadrement, les gens autour et tout ça deviennent tes amis, tes frères d'armes en quelque sorte, et tout ça devient une famille de cœur qui est, pour moi c'est comme ça que ça se construit, quoi. Et même des gens où des fois, professionnellement, c'est voilà, tu sais pas si tu vas aller ensemble, mais tu donnes une chance parce que humainement c'est trop fort, et que tu te dis, et souvent t'es surpris dans le bon sens. Après, bien sûr, il y a des désillusions et tout ça, mais globalement, sur l'échelle d'un parcours, c'est tellement plus enrichissant que, enfin voilà, moi je le vois comme, et plus le temps avance, plus je trouve que c'est important que les albums soient des traces de vie, des traces de voilà, on reste pas ici très très longtemps, finalement une vie ça passe vite. Je trouve que c'est intéressant que les albums soient aussi des témoignages des gens avec qui tu as été à ce moment-là,
de la ville où tu as été. Et donc, si tu fais ton truc, juste ta musique, et puis tout le reste autour, t'es pas dedans, ça n'a aucun sens. Pour moi, il faut vivre le truc à 100%. Et tu gardes toujours un lien avec ton entourage à Paris aussi. Bien sûr, ils sont restés. Crew, c'est ça j'ai la chance de pouvoir faire cohabiter les deux, d'avoir fait rencontrer les deux. Donc les gens, les haters entre guillemets, et les hateuses se connaissent. Et je trouve ça génial. Ils bossent ensemble sur certains trucs. En tout cas, je pense qu'ils s'apprécient, ils s'aiment bien, et c'est devenu tous des. Enfin, c'est avant tout des frères et des sœurs, et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Bah ouais, je suis complètement raccord avec toi. Et c'est quand même le chemin qui compte, quoi, parce que c'est vrai que quand t'as une quand t'as une carrière artistique, il y a assez rapidement ce truc d'un rythme sans fin de le prochain album, et là je sors un single, et là il y a le temps, etc. Et en fait, il s'est passé 5 ans, quoi. Et donc en fait, le fait que tout ce temps de travail là, de réfléchir à tout ça, ce soit marrant, et que ça te permette en fait de vivre des trucs forts, c'est quand même ça qui compte, quoi. Donc bosser avec des gens qui deviennent effectivement ta famille, pour moi ça s'est passé comme ça. Pareil, je sais pas si je le conseillerais tout le temps. Enfin, ça dépend un peu aussi des cadres. Non, mais peu importe. Enfin, que tu te rates ou que tu réussisses, comme tu as dit, le plus important c'est le chemin. Les gens qui sont peut-être très intelligents et qui veulent faire les choses de manière très professionnelle, très bien. Mais au final, ils vont partir sur le même temps de vie que nous et ils se seront fait chier. Et donc, ok, ils auront peut-être un peu plus de succès sur certains choix où il fallait être plus. Moi, j'ai pas été très malin, peut-être eu trop de scrupules dans certaines situations, mais au final, je me suis vraiment éclaté et je m'éclate dans la musique. Donc, qu'est-ce que tu veux en fait ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, puis comme dans toute vie, on rencontre des gens qui vont être avec nous peut-être pour quelques années. Donc en fait, c'est pareil pour les projets. C'est quelqu'un qui rejoint et puis après qui va peut-être prendre un autre chemin, comme vous le disiez. Donc on peut pas toujours avoir la même équipe, le même entourage toute la vie. Ah non, puis faut pas. Enfin, ce serait. Ouais. Et aussi pour rebondir, par exemple, quand on parlait avant de l'éditeur qui au final me chauffe pour faire un roman, il y a aussi le côté. C'est très fragile. Enfin, en tout cas pour moi, parfois ça peut être très fragile. Ce à quoi une chanson va ressembler, ce à quoi un album va ressembler, par rapport à juste le public mental aussi que je me suis fait au moment où je suis en train d'écrire, à qui tu penses quand tu es en train de faire cette chanson. Et quand tu bosses avec des gens qui deviennent vraiment comme ta famille, il y a ce truc où en fait les chansons tu les fais pour eux aussi. Et c'est pas pareil que quand tu bosses juste dans une plus grosse boîte ou avec des gens qui sont un peu indifférents ou qui sont juste utiles pour le business. Tu fais pas non plus, je pense, de la musique de la même façon. Donc voilà. Vous parliez aussi de la question du temps, le prochain album, le prochain single. Il y a aussi tout le côté création autour. Je sais que tous les deux, vous avez un peu touché à tout ça. Toi, Victor, tu parles un peu de ce côté DIY, le fait de le faire soi-même, en fait, parfois sans label, sans booker. C'est hyper important, mais il y a aussi une question de charge mentale face à peut-être aussi une certaine liberté. Ouais, c'est l'éternel débat du DIY on en parlait d'un encadrement. Il y a, comme dans tout dans la vie, il y a des super avantages et il y a des trucs où certains jours tu pètes un plomb et tu te dis que le DIY c'est insupportable, ça te bouffe tout ton temps. Et voilà, mais d'autres moments, on en revient aux rencontres humaines. Sans le DIY, c'est clair et net, j'aurais rencontré 1/10 des personnes que j'ai rencontrées dans la musique. Et notamment, là, je parle vraiment du réseau hip-hop au début. De toute façon, le réseau rap et hip-hop, il n'y avait même pas de question. C'était par essence DIY. Il n'y avait même pas le mot DIY qui vient plus du punk, mais c'était comme ça. De toute façon, à l'époque, moi, où j'ai commencé, en fait, même si rapidement, ça a été l'arrivée de Skyrock et les premiers disques, je suis vraiment à la frontière, je suis sur la fin. Mais en tout cas, ma formation, quand j'arrive et tout, de toute façon, il n'est pas question d'autre chose que de faire son nom tout seul en connaissant des gens qui sont dans la même passion que toi. Et donc, c'était réglé. Et en fait, après, ça a été une déformation parce que tous tes potes, ils sont arrivés comme ça, que t'aimes ce milieu qui, après, à un moment, m'a vraiment saoulé. Mais au début, j'ai rencontré tout ce monde-là de manière... sans les labels sont venus après. Et les pros, en fait, ils venaient se greffer à ça. Et j'ai toujours gardé un peu ça, de me dire déjà, tu construis ton truc toi, et ensuite, bien sûr, tu viens agréger des pros parce que t'en as besoin pour développer ton message, ta musique, pour aller plus loin, quoi. Ou sinon, tu diras le bol à tout aussi. J'y ai réfléchi des fois et tu fais du 100% DIY, ce que je respecte totalement, mais qui là, à mon sens, prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps sur la création. Par moment, t'as besoin d'être accompagné, quoi.
Ouais, moi la semaine dernière, là, j'ai passé 5 jours, alors que je voulais passer un jour à rebosser à fond une prod d'un morceau que j'avais déjà écrit, composé et tout. Et en fait, là où je faisais plus ou moins là du mix. Et vraiment à la fin des 5 jours, j'étais en mode mais pourquoi je fais ça moi? Et c'est un truc éternel. Je pense que ça va l'aller-retour entre genre l'envie de le faire et ce que ça t'apporte de le faire, où c'est quand même trop riche parce que du coup tu grandis, t'apprends des choses, tu deviens plus fin pour après faire des choix artistiques, etc. Et en même temps le temps que ça prend parfois et que t'aimerais utiliser pour d'autres choses, j'ai l'impression qu'il y a une tension permanente. Je sais pas si je vais la trancher un jour, mais en tout cas ouais, je fais beaucoup de trucs tout seul aussi et j'alterne entre des moments où je suis trop content de le faire et des moments où j'ai envie de bosser avec d'autres gens. Là quand même récemment, sur l'année précédente, il y a des live sessions que j'ai sorties avec des musiciennes, musiciens, où en gros il y avait plein de guitaristes que je connaissais plus ou moins, des potes de potes, qui ont repris mes morceaux et en fait on les a réarrangés ensemble et ça m'a quand même fait énormément de bien en fait d'avoir d'autres gens qui posent leurs mains et de sentir aussi mes chansons sortir de moi. Et je suis quand même en train de me dire, après c'est encore un petit peu une autre question que le DIY par rapport au côté organisation business, mais en tout cas pour le fait de bosser avec d'autres gens artistiquement, là je suis en train de me dire que je pense que j'en ai envie là de plus en plus parce qu'en fait ça fait trop du bien de sentir la chanson qui sort, qui s'éloigne de toi, tu la réécoutes avec des oreilles nouvelles, des gens juste qui donnent qui tout d'un coup apportent leur expérience, leur sensibilité à quelque chose qui est sorti de toi au départ et que tout d'un coup ça s'éloigne. Moi ça me fait de plus en plus de bien, donc en tout cas peut-être que pour la prod, arrangement et tout, j'ai de plus en plus envie de bosser avec d'autres gens. C'est peut-être pas toujours facile non plus de donner, de déléguer quand c'est son bébé, quand c'est son projet. Ouais, alors c'est pas évident de donner, ouais, effectivement, de faire confiance et tout, mais c'est aussi passé par des moments où quand j'essaie de bosser avec d'autres gens, en fait, il y a aussi des moments où tu perds tellement de temps à faire des retours après parce que t'es pas complètement content, et du coup il y a eu des moments où je me suis dit, typiquement pour le mix de voix, tu vois, c'est un truc, je sais pas pourquoi je fais mes mix de voix, tu vois, mais en fait c'est parce que il y a eu plein de moments où je bossais avec des ingé sons. Et en fait, je passais des après-midi quasiment à écrire des listes de retours interminables pour qu'ils me renvoient une V2 du mix de voix avec machin. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, je vais le faire tout seul. Et donc, je sais pas si ça répond à ta question. Mais non, moi, j'ai pas ce truc du DIY. J'ai jamais trop eu ce truc du DIY sur l'artistique, de faire tout seul. Okay. Artistiquement, ça m'intéresse pas. Et là-dessus, pour moi, ça me paraît, si ce n'est que, bien sûr, t'évolues. Au début, j'étais en groupe. Et après, j'ai pris le parti de me dire que je voulais plus faire de groupe parce que y avait un côté pour aboutir, ça reviendra peut-être à un moment, mais pour aboutir une direction, j'avais l'impression qu'il fallait être un peu dictateur pour pas tomber dans les éternels retours et ceci et l'insatisfaction. Il fallait juste qu'il y ait quelqu'un dans son domaine qui ait le point final, qui puisse dire. Et sur l'artistique, je voulais que ce soit moi. Mais par contre, jamais tout seul, j'ai pas les capacités du tout de faire, et ni l'envie du tout de faire les choses tout seul. Il y a toujours eu, pour moi, l'envie de m'entourer avec des gens brillants, plus brillants que moi sur des domaines, et justement de pouvoir faire aussi travailler ensemble des gens qui ou se connaissent pas ou se découvrent. Mais par contre, l'obsession de dire, voilà, je suis plus dans un groupe, c'est pour ça que c'est Victor and the Haters, le point final, c'est je veux que ça sonne comme ça sonnera comme ça. Et pareil pour l'ingé son, et parce qu'à un moment, j'ai peut-être aussi trop fait il y a ce côté où humainement, t'aimes travailler, j'ai fait beaucoup de, entre guillemets, de compromis et beaucoup. J'ai voulu être ouvert. De toute façon, t'as pas le choix. Quand t'es dans un groupe, c'est la démocratie. C'est t'y vas. Mais à un moment, si tu veux te réaliser artistiquement, faut quand même pouvoir imposer des choix. Et tu as fait ton premier concert solo à 47 ans, c'est ça ? C'est ça. C'était comment ? Il y a 2 semaines. C'était moins bien qu'avec les haters, ça c'est sûr. C'est clair et net. Il y avait pas photo. Mais c'est une super expérience. Toi, t'en as fait depuis que t'es tout jeune, tu me disais. Moi, j'avais jamais fait. Toujours eu un DJ. J'adore ce rapport au DJ. Après, j'ai eu des live bands. Après, je suis passé par toutes les formules. Et quand tu l'as jamais fait, franchement, c'était hyper flippant. Et ça te fortifie toujours. Tout ce que tu fais de différent, ça m'a donné envie quand même d'être meilleur. Quand tu vois que t'es pas très bon tout seul, qu'il y a encore plein de choses à améliorer, ça te motive. Et puis, ça te donne des idées pour les concerts avec les gars. Parce que tout seul, tu vas chercher des solutions que tu cherches pas avec les gars. Donc, forcément, je trouve que tu progresses et tu te fortifies. Et ça m'a donné envie d'en refaire, quoi. Après, pas dans toutes les configs, peut-être sur des choses plus petites, mais de temps en temps, je trouve que c'est bien. Oui, toi, Arthur, c'est quelque chose que tu connais bien. Tu as commencé la scène tout seul.
Ouais, carrément. J'ai commencé à faire des guitares-voix dans tous les bars devant des gens qui mangent des burgers. Et c'est vrai que j'ai quand même pris énormément d'expérience de scène comme ça, quoi, en fait, où ça dépend que de toi. C'est un peu toi qui maîtrises le temps, mais potentiellement, s'il y a un bug, il n'y a personne pour t'aider ou pour occuper de l'espace et tout. Tu dois en même temps raconter des blagues pendant que tu es en train de réparer ton truc et tout. Et je suis quand même, je suis content. Là, je suis content aussi maintenant là d'être quand même accompagné par toujours un guitariste. Enfin, la plupart du temps, mais par contre cette maîtrise du temps quand t'es tout seul, elle continue les moments où je continue de faire des showcases tout seul et ça me fascine à quel point en fait c'est au milieu du morceau j'ai envie de m'arrêter, tu vois, et que je commence à vouloir raconter une histoire, tu vois, ou à triper ou à ce mot le dire super lentement et tout. Ça, il y a un truc un peu magique où quand t'es tout seul, bon là c'est aussi par rapport au guitare-voix. C'est toi qui choisis pour le coup. Ouais. Il n'y a pas de rigueur là-dessus. Bon, moi, c'était pas du tout le cas parce que pour l'instant, comme c'était un premier show tout seul, j'ai vraiment refait le set que fait mon DJ en essayant juste de pomper le truc de manière pour moins me mettre de difficultés. Mais par contre, je te rejoins sur la liberté, c'est que le regard de l'autre, c'est toujours un jugement. Que tu le veuilles ou non, même si t'es pas... Et ce que j'ai remarqué, c'est que... Et pourtant, on est vraiment... Enfin, franchement, sur toute une tournée, il n'y a jamais une remarque sur quoi que ce soit. On sait qu'on peut y aller dans nos comportements, dans tout ce qu'on fait. Au contraire, on s'engraine dans... Mais c'est vrai que quand t'es tout seul, bah, inconsciemment, tu ne te poses aucune question sur tes provocations, sur tout ce que tu vas faire, en fait. Voilà, c'est toi et toi. Et ça, je trouve que ça donne une liberté plus que sur le timing du show ou quoi que ce soit. Moi, c'est sur ton attitude où là, elle est totalement libre. Alors que des fois, tu crois que tu es libre, mais tu es toujours quand même dans le regard de tes musiciens, bah, t'imprègnes quelque chose. Tout seul, c'est toi et toi. Si tu as envie de déraper complètement, tu te dis, bon, bah, au pire, ils vont me huer et je vais me faire insulter, mais je serai tout... En fait, moi, des fois, le regard de mes musiciens est plus important que le regard du public. Et donc voilà, là, tu es tout seul. Donc le show, en fait, même si tu as fait comme tu avais bien l'habitude, tu l'as réfléchi différemment. Le fait d'être tout seul, tu t'es dit, bah en fait, c'est un risque aussi. Il y a surtout des choses techniques que je sais pas bien faire. Un rythme, pour moi, c'est pour ça que je suis revenu après des expériences de live band. Je privilégie maintenant vraiment le côté DJ. C'est que pour moi, le DJ, c'est vraiment le batteur du rap et c'est le rythme du show. C'est lui qui va vraiment... S'il se rate de quelques secondes, c'est comme un mix, ça peut casser un truc et tout. Et j'adore ce contact au DJ. Et voilà. Et ça, faire ça toi, bah, en même temps en parlant aux gens et en gardant ce truc-là, c'est vraiment, pour moi, c'était pas évident. Et c'est à travailler, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'après, je pense que quand tu l'as, bah, même avec ton musicien, t'es plus fort. Ouais, moi par rapport à il y a eu un moment où pendant quelques années j'ai tourné tout seul avec des séquences, du coup bon un peu l'équivalent on va dire de si j'avais mis des prods derrière. Et ça pour le coup ça c'est vrai que là j'ai plus envie de le faire, mais c'est aussi parce que je l'ai fait pendant un temps et que là ça m'a fatigué. Et du coup maintenant je me dis quand j'ai une date tout seul, j'ai envie que ce soit du guitare-voix parce qu'au moins c'est un truc que je fais moins souvent et où quand je disais le truc du timing, c'était même pas durer longtemps le concert ou pas, c'était vraiment le fait de pouvoir casser de pouvoir vraiment un peu partir en live, si quelqu'un raconte un truc tout d'un coup pouvoir triper dessus et chantonner dessus, tu vois, ou je sais pas quoi. Et non mais partir en live, c'est ça le truc. Et c'est marrant parce que on est fan quasi tous les trois d'impro. Ouais. Nous je parlais dans Victor and the Haters. Et pour autant, quand j'ai joué tout seul, bah le moment impro était vraiment pas terrible, mais était plus long. Et j'étais en mode, un peu dans ma tête, je suis tout seul, bah voilà, j'ai envie de faire une impro d'une demi-heure, je vais la faire, quoi. Et c'est bizarre, alors qu'on kiffe l'impro et que je sais que les gars, si je fais une impro si j'ai envie d'improviser 20 minutes, ils vont pas me dire arrête-toi, tu vois. Ouais. Mais il y a ce truc où bah, tu t'autorises quelquefois des choses et, pour le meilleur et pour le pire. Mais tu le disais, une fois que tu as le truc, c'est quelque chose d'acquis et c'est important parce que parfois les salles ont aussi cette demande quand tu arrives avec un crew, vous êtes 5-6, c'est pas toujours possible pour une question d'espace mais aussi parfois de rémunération. Donc en fait, arriver avec un crew plus réduit ou toi tout seul sur ta proposition, ça peut être quelque chose aussi qui te permette de booker plus de salles. Ouais, on en parlait en préparant cette rencontre. C'est souvent, malheureusement, quand même du budgétaire qui arrive là-dessus. Et moi, dans mon cas, clairement, en toute honnêteté, c'est ça qui m'a fait dire, bon, en l'occurrence, les gars n'étaient pas dispo sur cette date, c'est parti de ça. Mais après, je me suis dit, écoute, rentrer avec 500 balles au lieu de rentrer avec 100 balles,
bon, bah, quand t'es en chien et que t'es un artiste, tout ça, tu te dis pourquoi je m'autoriserais pas à en faire quelques-unes, et le budgétaire rentre dans le truc. Tu te dis, on peut en faire 2 en groupe et j'en fais une 3e tout seul. Par contre, ce qui est insupportable, c'est ce qu'on se disait, c'est cette pression que t'as de l'industrie musicale, par contre, de réduire tout le temps tes formules. Ça, je trouve que par contre, ça dénature le truc. Il faut garder l'essence de la formule, de ce que tu fais sur scène, et après pouvoir le réduire parce que bah, tu as envie de faire une date de plus et être quand même, et te fortifier artistiquement. Mais ce qui est chiant avec l'industrie en ce moment, pousse à fond, notamment quand tu es en développement au début. Je pense à des jeunes artistes et tout, ils te font très très bien comprendre que faut être 2. Et on en parlait pour un groupe de rock, truc, par exemple, nous encore des fois, voilà, mais un groupe de rock où ils sont 5 ou 6, je trouve que ça dénature complètement ta musique, quoi. Bah, t'as l'impression que maintenant les programmateurs, ils sont presque militants en fait, s'ils décident de programmer genre plus de 3 personnes sur scène, quoi. Et moi, le nombre de fois où on m'a fait comprendre des bookers avec qui je bossais, etc., ou dans les échanges, où je captais qu'en fait, bah, telle première partie, tel truc, tu l'avais pas en fait si t'étais pas tout seul. Genre vraiment, ça a été genre, mais même dans le DIY, tu vois, même nous. Bah, mon manager, qui était un peu quand même comme mon frère, qui était dans un développement indépendant, même si on avait un label, un éditeur et tout, c'est lui qui me disait mais franchement, la formule avec ton DJ à 2, elle est super. Est-ce que tu as besoin de ramener un 3e? T'es sûr que tu as besoin? T'es sûr que ça amène quelque chose? Et j'arrivais plus à savoir, est-ce qu'il dit ça? Est-ce que dans le show, en fait, il trouve que c'est mieux et j'arrivais pas, je lui disais, mais moi je trouve quand même l'énergie, elle est mieux quand on est 3 et tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Et il me disait, bah franchement, j'ai vu les deux sont bien, et c'est ton frère. Et tu sais pas s'il te dit ça parce que lui, de manière professionnelle, après il me disait, moi si je dois te pousser professionnellement, je vais t'encourager à jouer à 2 parce que vous jouerez plus, parce que ça coûte moins cher, parce qu'il y a une chambre d'hôtel au lieu de 2, parce que tout, ça, quoi. Faut le dire honnêtement, quoi. Faut capter que c'est aussi pour ça. On arrive à la fin de cet échange, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'avenir parce que même si sans pression du prochain album, du prochain single, je sais qu'il y a des choses qui se préparent de votre côté. Victor, toi, il y a un album qui se prépare. Il y a un album, ouais. Tu peux nous en parler un petit peu, dans quel état d'esprit tu es par rapport à cette création? Je suis dans un état d'esprit galère sur certaines choses et hyper excité par d'autres choses. Mais en gros, il y a 80% de l'album qui est écrit et une grosse partie des instrus encore à revoir, à rebosser. C'est ce que j'aime pas du tout, c'est les albums concept, et c'est un album concept. Donc je me suis mis dans un truc où je pensais, c'est pas mon naturel au départ. Et donc je dirais pas que je me suis embourbé, mais c'est un chantier difficile qui en même temps m'excite beaucoup parce que si j'y arrive, vraiment je serais fier d'y arriver, quoi. Mais c'est pas encore gagné. Mais je vais y arriver et à la fin ce sera beau. Mais c'est le chemin, comme tu disais, c'est le rapport à la création où des fois c'est vrai que, et puis ça dépend des âges et tout ça, mais par moments ça peut être difficile. C'est pas que des moments il y a le moment de plaisir sur le live, sur les instrus aussi beaucoup. Mais pour moi, le rapport à l'écriture, par moments, c'est quand même des moments un peu difficiles. Et des fois, j'ai pas envie de réenclencher ce processus souffrance, c'est un peu fort, mais ouais, où tu mets des choses un peu dures, quoi. Récemment, j'ai entendu un interview de Art Spiegelman, je sais pas si vous voyez qui c'est un dessinateur de BD punk des années 80, c'est celui qui a fait Mouse après aussi. Et dans l'interview, quelqu'un lui disait genre, qu'est-ce que tu dirais à un jeune auteur de BD et tout, et il disait un truc genre à l'envers de tout ce qu'on entend d'habitude. Il disait, je lui dirais, est-ce que t'es vraiment sûr que tu veux faire ce taf-là? Parce que vraiment, genre, faire de l'art, si t'es pas sûr que tu dois le faire, le fais pas parce que c'est trop fatigant. De toute façon, c'est même comme ça que ça se règle. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était au degré d'acharnement, à la réception, au coût, à tout ça que tout le monde dit tout le temps, c'est le travail. Oui, bien sûr, mais il y a aussi, pour moi, le degré de résistance à la souffrance que ça peut te procurer, en tout cas à la douleur quand t'écris, quand tout ça, quand tu te mets dans ce truc et que tu tournes tout ça tous les jours et tout ça, il y a juste des gens qui disent et c'est très bien, c'est comme ça qu'on écrème ceux qui continueront et ceux qui vont rester, quoi. Arthur, toi aussi tu es bien occupé avec des singles à venir, une tournée et donc ce petit roman là que tu as dans le coin de la tête. Ce gros roman, pardon. Est-ce que tu te projettes différemment qu'avant quand tu as commencé du coup la musique?
Que quand j'ai commencé la musique, ouais, ça clairement, vu que quand j'ai commencé la musique, je sortais rien, je copiais juste des solos de John Lee Hooker. Mais sinon, là, en tout cas, par rapport. Ouais, il y a des chansons qui vont sortir. En même temps que la tournée qui se passe jusqu'à l'automne. Et là, les chansons, j'ai envie de les sortir de façon assez tranquille, sans me prendre trop la pression de dans quel ordre elle doit sortir, pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre et tout. Il y en a juste là plusieurs que j'aime bien. J'ai envie de pouvoir sortir de nouvelles chansons pendant la tournée et de les jouer. Et donc là, je vais le faire un peu sans pression. Et ça, je pense que c'est des trucs que je me serais pas trop permis il y a quelques années. De pas trop réfléchir à dans quel cadre ça se passe, juste de sortir des morceaux. Et sinon, là, il y a de plus en plus de dates qui arrivent. Là, j'ai appris que l'automne aussi, il y en a presque une dizaine déjà et tout. Donc là, je suis trop content. Je crois que c'est l'année où j'aurais jamais autant tourné que cette année. Donc ouais, je suis super content là que l'album provoque des dates. C'est quand même aussi le but du truc. Et après, en même temps, j'essaye d'aménager du coup des temps d'écriture pour le roman où ça passe par des moments de résidence, parce que j'ai identifié que j'allais pas vraiment réussir à travailler sérieusement dessus dans des trains ou 1 heure par-ci le matin et tout. Donc là, je suis en train de faire des dossiers de résidence. Et j'en ai déjà une avec la Maison de la Poésie de Rouen, où je fais 1 mois qui est découpé en 2 fois 2 semaines là, et où je vais me donner du temps pour être que là-dessus, quoi. Voilà. Ok, ma dernière question, c'est du coup à quand un projet, un duo, un livre, Victor and the Haters et Arthur Ellie, quoi? Parce qu'au final, vous avez Victor plein de and points the communs. One Haters. Victor and the Ellie. Déjà un coplateau de se rencontrer, parce que entre bavarder et partager une scène, il y a tout un monde. Déjà, je pense que de se faire un coplateau ensemble où les deux esthétiques peuvent voilà, et puis finir sur un freestyle ou ça me paraît. De toute façon, sur une impro de 20 minutes. Il n'y a pas de collaboration qui se passe, il n'y a rien qui se passe dans la musique sans vivre le truc en live avant, pour moi. C'est vrai que le live, ça crée quand même. Enfin, c'est presque cliché de dire ça, mais ça crée quand même toujours quelque chose qui est impensable, quoi. En fait, et c'est pour ça que je pense qu'on aime trop aller à des concerts, et aussi que c'est un des trucs quand même qui porte aujourd'hui la musique, quoi, l'industrie un peu aussi des concerts et tout. C'est que genre tu vas voir un truc, même si t'es censé ne pas aimer, que t'aimes aucune chanson et tout du truc, le concert peut te mettre une méga claque, et ça c'est quand même fascinant, genre à quel point le live il est fragile et impénétrable. Ok, je note l'idée du freestyle. On se donnera rendez-vous sur West Track, pourquoi pas. Merci en tout cas oui, à vous deux. Il faut des freestyles sur West Track. Ouais. Et vous venez quand vous voulez. Okay. Merci à vous deux. On va dire au revoir aux auditeurs de West Track pour le coup, puisque vous retrouvez les 3 podcasts, donc les 2 autres podcasts sur le site. La prochaine fois, il faudra venir, il faudra braver la pluie pour pouvoir rencontrer ces 2 artistes. Ça s'organise tous les mois en collaboration avec le SEM et le Tetris. On va maintenant donner la parole donc à ce public qui a été si attentif. Nous, on vous dit bonne soirée sur West Track et on laisse donc la parole à ce public. Merci en tout cas pour votre temps. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.